Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle chronique. Et aujourd'hui je viens vous parler de Je suis ta nuit de Loïc Leborgne aux éditions Actu SF dans leur collection des 3 souhaits. Dans ce livre nous allons suivre Pierre. En fait son fils Tristan est parti aux funérailles d'une amie et qui de mémoire s'est suicidé. Et en fait cet événement a produit une sorte de flashback sur Pierre, et durant tout l'ouvrage Pierre va nous raconter ses souvenirs d'un été dans les années 80 dans sa Bretagne natale, où lui et sa bande de potes, 5 gars et une fille pardon, vont découvrir un cadavre auprès d'un train abandonné qui n'a plus de lèvres. Enfin les lèvres ont été découpées, les doigts aussi, ainsi que le pénis. Voilà, tout simplement. Évidemment ça va affecter un peu le petit groupe, et de fil en aiguille ce meurtre sera potentiellement lié au bonhomme de nuit dont va faire part Maël, un des membres de ce jeune groupe. Quel est le lien entre tout ça? C'est ce qu'on va tout simplement découvrir. J'ai rencontré l'auteur au Salon du Livre du Mans en automne 2024 et j'ai commencé ce livre dans la foulée. Ça m'a arrangé parce que le livre, quand on écoute le résumé et tout ce qui va avec, ça a un peu lien avec l'automne, Halloween et tout ce qui va avec. Donc j'ai pris un certain plus de temps à lire parce que j'étais vraiment fond dedans. Alors pour l'instant j'ai bien aimé, même si au début je comprenais pas jusqu'à quand on va dire plus ou moins dans le vif du sujet, parce que c'est très long, ça parle vraiment de la vie quotidienne. Évidemment à l'époque on parlait des années 80, donc tout ce qui est l'arrivée de Star Wars, Star Trek, vraiment toute cette pop culture là, qui est plus là qu'on a maintenant. C'est Antoine qui fait ses petites griffes. Le fait qu'on démarre avec, c'est directement chapitre 1 ou le prologue, je suis en train de douter. Voilà, c'est directement le prologue qu'on commence, où là où Tristan dit à son père, donc Pierre, le personnage principal du roman, ce qui s'est passé. Bah certes ça me fait revenir tout ça, et en fait quand Pierre va toujours, comme je disais, écrire ses mémoires, et en fait au fur et à mesure qu'on avance, on a des passages qui sont entrecoupés où Pierre pendant la nuit continue d'écrire son récit. Donc c'est vrai qu'on se dit, mais ça arrivait ce flashback qui a monté d'un coup, et Pierre en avait besoin de l'écrire, donc je pense que c'était une bonne entrée en matière. Après j'ai pas trop compris le lien entre les funérailles de l'ami de Tristan et le flashback du père de Pierre, enfin le flashback de Pierre. Soit j'ai pas trop compris, soit vraiment je crois que j'ai pas trop compris, je suis vraiment bête. Je pense qu'il doit y avoir un lien, mais j'ai pas trop compris. Mais en tout cas ça a fait vraiment le lien. Pendant une bonne partie du roman, comme je disais, on parle beaucoup de leur vie dans les années 80, vraiment dans leur journée, c'est très à rallonge, et jusqu'à même que au moment où Pierre et son groupe découvrent le cadavre, vraiment l'entrée en matière du bonhomme de nuit, etc. C'est vrai que c'était très long. La fameuse aussi bataille finale contre le bonhomme de nuit aussi, ça a été très long. En tout cas la nuit en question, ça a été très long. Ça a duré je crois un bon tiers du roman, voire un quart. Je sais que moi j'ai du mal quand ça traîne trop en longueur, mais je pense que c'était vraiment nécessaire pour vraiment mettre, enfin, instaurer une forme d'ambiance. Moi j'ai eu du mal, je sais que ça peut plaire facilement à beaucoup de gens, et je pense que s'il n'avait pas fait durer tous ces différents événements sur la durée, le roman n'aurait pas été aussi épais, je pense que ça n'aurait pas eu l'intérêt. Mais je pense que vers la fin, quand je lisais, on va dire le dernier quart du roman, je lisais tout le temps dans des états de fatigue, et donc ce qui fait que j'étais pas à mon plein potentiel pour, on va dire, apprécier ces passages à rallonge, même s'il y a eu des romans où c'était bien plus long que ça. Certains passages, en tout cas, c'était plus long que ça. Je pense à Revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Je pense que oui, il y a des passages à rallonge, mais je me suis dit, à un moment, oui, certes, c'est long, mais il faudrait qu'on y arrive à un moment. Surtout, comme je disais, pour l'entrée du bonhomme de nuit, enfin de la première fois où on en parle, je trouvais que c'était un peu long. Après ça reste vraiment mon point de vue. Je pense que ça peut plaire à certains. Voilà.
Mais en tout cas, ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture, je tiens juste à le dire. Alors, l'auteur, alors j'ai plus la bande qui était avec, mais l'auteur en effet m'a avoué s'être inspiré beaucoup de ça, de Stephen King, ainsi que de Stranger Things. Alors, Stranger Things, je vais pas beaucoup le mentionner à part là, dans la vidéo. Pourquoi je n'ai... Alors, vous pouvez me lyncher ce que vous voulez. À l'heure actuelle, j'ai jamais regardé Stranger Things. Je dis bien à l'heure actuelle parce qu'il faut jamais dire jamais. Peut-être qu'un jour je regarderai Stranger Things, peut-être que ça arrivera pas, je sais pas. Mais à l'heure actuelle, j'ai pas regardé Stranger Things, donc je pourrais pas faire de parallèle. Par contre, il faut savoir que pour ça, de Stephen King, je n'ai pas lu, je crois qu'il y a 2 tomes pour ça, je ne les ai pas lus. Je sais qu'il y a eu une série télé qui date, pareil, je ne l'ai pas lu. Par contre, les 2 films, ça, les plus récents, là je les ai vus. En effet, il y a un peu une forme de parallélisme, c'est-à-dire un groupe majoritairement masculin, avec qu'une seule fille dans le groupe, avec une créature qui va, on va dire, une créature de la nuit qui va un peu torturer notre groupe. Il y a vraiment ce parallèle-là. Alors après, que les auteurs sont influencés et tout, est-ce que c'est vraiment un pur copier-coller de ça de Stephen King? Je sais pas, parce que je me dis, je me base que sur les films, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. Est-ce que je dirais que c'est un copier-coller? Pas spécialement, parce que oui, il y a ce côté où c'est un individu qui se remémore un été quand il était jeune. Là, ils étaient en primaire. Enfin, au moment où l'histoire se passe, Pierre et ses amis étaient en primaire. Étant donné que dans ça, je crois que quand ils sont jeunes, les personnages principaux, c'est plus des collégiens, voire plus. Donc, je sais pas. J'appelle que c'est pas spécialement un copier-coller parce que, bon, bien, on est en France et pas aux US, là-dedans. Donc, je sais pas. Mais il y a beaucoup ce côté. Je sais pas, c'est très dur à dire. Je pense que vraiment, pour ce point-là, il faut que vous lisiez. Pour vraiment avoir votre point de vue là-dessus. Si évidemment, vous avez, comme je disais, vous avez lu ça. Enfin, que ce soit lui ou vu les films, ça, ou la série. Vous pouvez vraiment avoir votre propre avis. Pareil pour ceux qui ont regardé la série Stranger Things. Parce que, comme je dis, moi je l'ai pas regardé, donc j'ai pas le recul nécessaire là-dessus. C'était surtout ça. J'ai été très surprise de découvrir l'identité du meurtrier du mort qui était, vous savez, accolé au train abandonné. Parce qu'au début, même au moment, on va dire, du début, donc c'est-à-dire où les amis, le groupe de Pierre va découvrir le cadavre, et jusqu'à un moment, le bonhomme de nuit va nous être introduit, on se dit, c'est quoi le lien? On se dit, bah, c'est sans doute le bonhomme de nuit, ok. Mais de ce qu'on apprend au fur et à mesure, ça paraissait bizarre. Mais quand on découvre qui a tué cette personne-là, quand on a au fur et à mesure toutes les explications qui nous sont données, ça paraît plus logique pour le coup. C'est vrai que moi je me suis trouvée avec une petite question. Bon, ok, on a l'explication sur pourquoi le meurtrier a fait ça. Alors j'ai du mal à lire, mais je crois qu'il y a. Je pense que le mort, enfin, parce qu'il y en a eu plusieurs, des morts que les. Il y a eu notamment 2 morts, dont le premier dont je vous parlais, que le groupe de Pierre découvre. Je crois que les 2 morts, enfin les 2 cadavres de leur vivant étaient au courant de ce qui s'est passé vis-à-vis du meurtrier et n'ont rien dit, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, c'est vraiment, on se dit, mais c'est vraiment possible ça? Quand on sait le meurtrier, on se dit, il a vraiment été capable de ça. Et je crois que dans des situations comme ça, on ne peut être que stupéfait. Mais en tout cas, ça a vraiment été très intriguant là-dessus. Évidemment, c'est ce qui fait que le pourquoi du comment le meurtrier a commis ces crimes-là, par rapport aussi au bonhomme de nuit, c'est le fait que par rapport au regard des autres, comment ils sont perçus, etc., on se dit, bah non, mais vous savez, je trouve qu'il faut cacher ça sous le tapis. Est-ce que ça a un lien? Je pense vraiment. Et on se dit un peu que le bonhomme de nuit, en effet, je crois que c'est mentionné, c'est un peu comme le croque-mitaine. C'est genre la créature va sortir pas la nuit, sinon le bonhomme de nuit va te faire sortir. Tout ce qui est être folklore, on voit beaucoup, hein, tout ce qui est folklore vis-à-vis des enfants, par exemple, sors pas la nuit, ou bonhomme de nuit, le croque-mitaine va te tuer, va t'enlever.
On a ce genre d'histoire partout dans le monde entier qui sont vraiment basées sur le folklore des pays. Donc voilà, mais est-ce que l'imagination des enfants est à prendre à la légère ou pas? Moi j'ai envie de dire l'imagination, moi je serais la petite enfance, donc je vous dis c'est vraiment un point de vue qui est personnel. L'imagination ça aide beaucoup à faire les enfants, ça permet qu'on dise ils cultivent leur propre imagination. Ça a permis vraiment de voyager, etc. Mais évidemment, il y a toujours eu du bon et du mauvais dans tout ça. Mais en tout cas, ça peut expliquer des choses. On y croit, on n'y croit pas, ça dépend de chacun, évidemment de ses propres croyances. Et évidemment, ça c'est un point que Pierre... alors dans l'ouvrage, par moment, on revient à la période genre quand Pierre est adulte avec son fils, il dit je sais la situation que tu es dans actuellement, je pense que tu ne comprends pas pourquoi j'écris tout ça, etc. Et par rapport à ce que je viens de dire à l'instant, Pierre a justement cette réflexion-là à la fin du roman. Et je trouve que c'est un peu philosophique pour le coup, mais ça permet en effet de dire, en effet, les enfants, le fait qu'ils aient une imagination, ok. Mais je pense que, est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre pour argent comptant ce que les enfants, ce dont les enfants parlent? Je sais pas, j'ai envie de vous dire, il y a des fois, par exemple, pour le père de Maël, Maël va dire que c'est le bonhomme de nuit qui l'a enlevé, parce que le père de Maël n'est plus présent au moment de l'intrigue. Maël va dire c'est le bonhomme de nuit qui a enlevé mon père, et en fait, à la fin, on découvre que c'est pas spécialement le cas. Mais est-ce que c'est pas s'inventer quelque chose, enfin une raison de cette disparition ou des choses comme ça? Je pense que les enfants ont besoin d'imaginer quelque chose des fois pour extérioriser un certain mal quand ils peuvent pas expliquer certaines choses, tout simplement. J'ai bien aimé les passages de Pierre adulte. Comme je disais, est-ce que je pense que c'est vrai qu'au début je faisais pas trop lien par rapport pourquoi du comment de l'introduction de pourquoi on atterrit là. Moi je pense que c'était vraiment on plonge dans les années 80, là c'est pas le cas dès le pro. Je me dis mais quoi, c'est quoi le rapport? Je me dis est-ce qu'il y a vraiment un lien entre comme je dis ce qui arrive à l'ami de Tristan et le passé de Pierre? Voilà, et comme je dis Pierre pardon, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on peut, enfin, est-ce qu'il y a vraiment ce parallèle là à faire? Mais j'ai bien beaucoup aimé et par contre donc on est entrecoupé de Pierre adulte, comme je disais tout à l'heure, il philosophait sur par rapport à l'imagination des enfants. Et je vous dis, il écrit tout le récit en une nuit. Donc à ce côté, moi, on voit que la nuit défile dans le côté Pierre adulte, mais il y a vraiment ce truc de... il y a beaucoup d'interrogations qui se fait. J'ai dit, mais pourquoi? Il disait, il faisait aussi des rétrospections sur son passé. Et vraiment, il y a plein de trucs. C'est un jeu en plus qui fait que, en fait, c'est ce que nous, en lecteur, on vit, on vit en lisant l'ouvrage. C'est vraiment. C'est vraiment un jeu parallèle qui nous. En plus, je trouve que c'est fonctionné parce que ça permet de faire des pauses en mode. Ouais, vous vous rendez compte, il s'est déjà passé tout ça. Ouais. C'était vraiment bien amené, je trouve, le côté Pierre adulte. C'est ce qui fait que j'ai bien aimé ma lecture. Je pense que, comme je disais, en termes de tout ce qui est octobre, Halloween, c'est vraiment la bonne période pour lire cet ouvrage-là. Il fait, je sais plus trop combien de pages. Il fait 376 pages. C'est écrit, en plus de ça, assez gros. Donc je pense que ça peut se lire très vite. Alors qu'on peut le voir, en fait, les post-it, c'est tout ce qui est des mots que je connaissais pas. Donc il y en a eu pas mal. Donc je pense à faire les mettre. Mais en tout cas, c'est vraiment le livre parfait pour Halloween. Ce qui fait que j'ai bien aimé le lire en octobre, pour le peu que j'ai eu ce mois-ci. Enfin, ce mois en octobre dernier. Je pense... Enfin, pour moi, je pense que c'est vraiment la bonne période. J'adore la couverture, personnellement. Entre le visage de l'enfant, les papillons. Alors les papillons, vous allez comprendre dans l'ouvrage. Le fameux bonhomme de nuit avec son haut de forme. Un Doberman.
un corbeau. Je trouve vraiment la couverture bien faite, cette sensation d'horreur. Ma chronique sur Je suis ta nuit de Loïc Locborn est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si c'est un livre qui vous tente pour la période automnale, Halloween, etc. Je serais ravie d'avoir votre opinion dessus. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.